je vais commencer par me présenter. Donc moi, je m'appelle Tuc Duhal. Tuc Duhal, c'est breton. J'ai mis une petite blague sur la slide. J'ai vécu quelques années à Rouen, d'ailleurs. Et je travaille chez Mapper, qui est une solution, un éditeur de big data, sur lequel je vais appuyer mes démonstrations. Et avant, je travaillais chez Mongo, Couchbase, Exo, Oracle. Donc j'ai pratiquement toujours travaillé du côté éditeur dans ma carrière. Donc contrairement à vous, je ne mets pas grand-chose en prod. Ou alors ma prod, c'est ma démo sur mon laptop. Et l'expérience que je partage avec vous, c'est beaucoup de temps que je passe avec des utilisateurs de ces solutions, plus que moi qui n'ai pas nécessairement mis Flink at scale en production, quoi. Mais par contre, je touche à beaucoup de technologies. Donc Mapper, c'est une solution Big Data qui fournit du stockage et du processing. Donc, pour ceux qui connaissent Hadoop, on a un file system qui est équivalent à Hadoop, mais qui est écrit en C et C++. Et on a une solution de streaming qui est au bout, qui est l'équivalent de Kafka avec l'API Kafka. Je rentrerai dans les détails pendant la démo. Et pourquoi je suis arrivé à faire cette démonstration et cette présentation, c'est que dans beaucoup de cas, les entreprises ont besoin de faire du traitement en temps réel de la donnée. Donc ils ont besoin d'envoyer un flux de données. Et on peut faire tourner Flink sur cette plateforme. C'est comme ça que je suis amené à faire du Flink dans mes projets, dans mes protos, dans les validateurs avec les clients. Donc, quand on parle de streaming, on va parler de deux parties qui va être les événements, les données qui arrivent au fil de l'eau quelque part et qui sont créées au fil de l'eau. Donc ça va être le streaming, le déplacement de la donnée. Et après, il va y avoir une autre partie qui est très importante qui est le traitement de ce stream, donc le stream processing. Il faut bien différencier les deux, le streaming et le stream processing. Et quand on va prendre des exemples, quand on va regarder, on va s'apercevoir qu'aujourd'hui, dans vos applications, dans votre architecture, vous avez déjà énormément de streams que vous n'utilisez pas. On peut prendre l'exemple de tous les événements qui arrivent sur votre base de données. Quand vous faites insert, update, delete, ça peut être transformé en un événement qu'on va capturer. D'ailleurs, certains d'entre vous utilisent peut-être au niveau des bases de données ce qu'on appelle le change data capture, donc la capture des transactions pour faire un événement et pour pouvoir après le traiter. Donc c'est une façon de faire du stream. Et quelque chose qui est très très utilisé de plus en plus, notamment pour les gens qui font des déploiements, des gros déploiements avec des containers, avec Kubernetes, avec Mesos, donc en fait qui ont des applications qui sont déployées sur plein de serveurs virtuels ou de containers, c'est que les événements, les métriques, les logs, chaque tick que vous avez dans un log, chaque tick que vous avez dans une métrique peut être capturé en événement et ensuite traité. Ceux qui font du Logstash, par exemple, avec Elastic, vous êtes capable de capturer ça sous forme d'événement. C'est pour ça que je dis que le stream, vous avez déjà cette information. Et l'idée, en fait, principale autour du streaming et du stream processing, ça va être cette capacité de décorréler complètement la source de la destination, de la source qui va émettre l'événement, qui va stocker l'information de ce que vous allez en faire. Au lieu d'écrire tout à un même endroit, on va avoir le service A, le service B, le service C qui vont communiquer de façon asynchrone. Et ces services peuvent avoir besoin de faire du processing, peuvent avoir besoin de faire du traitement. Donc, une autre façon de parler, un autre vocabulaire que vous allez avoir, c'est les data pipelines. C'est les étapes où vous allez avoir les événements qui se déplacent au sein de votre entreprise. Et vous allez avoir sur le data pipeline ou l'event stream, ça va être la même chose. Et tous les process que vous faites et les transformations que vous faites au milieu. Un point qui est intéressant, c'est qu'on va parler de streaming, on va parler de batch. Si vous regardez cette représentation des données, vous avez en haut du Kafka. Alors Kafka, c'est un système de messaging distribué qui organise les données et les messages par partition. Donc on voit deux partitions en haut. Et chaque petite brique verte, c'est un message, c'est un événement. Et l'espace entre les différentes briques représente le moment où ça a eu lieu. Donc on voit que les événements arrivent de façon pas aléatoire, mais pas nécessairement exactement en même temps. Et en dessous, vous avez un exemple de fichier log où on va avoir un log qui va être sauvé sur votre système de fichiers, dans votre application, toutes les heures. Ça, si on peut le traiter de deux façons, on va pouvoir, quand on parle de stream, on va pouvoir faire la latence très courte ou de la latence plus longue. Mais ce qui est intéressant, c'est que le streaming, c'est traiter ça au fil de l'eau.
aujourd'hui, vous traitez beaucoup la donnée, en tout cas dans beaucoup d'applications, en mode batch. C'est-à-dire que vous prenez un sous-ensemble de ces données, et ça, c'est votre batch. Quand on va traiter, pour ceux qui font de l'analytique du machine learning ou des choses comme ça, sur l'analyse des comportements utilisateurs sur les logs, par exemple, ils prennent les logs des sites web toutes les heures ou toutes les 24 heures, font du traitement dessus, mais on voit que si on regarde ça sous forme de flux, si on arrive à transformer ça, ou je prends au fil de l'eau, on passe dans un mode streaming et on passe des modes batch à un mode streaming. Et ça, c'est une des premières choses quand on fait des protos, c'est de dire, donnez-moi vos données sous forme de fichiers, et je vais écrire un petit programme qui va générer les données toutes les secondes, par exemple, juste pour montrer la façon dont on peut travailler avec un stream. Sur la façon dont on va traiter la donnée, faire du traitement, faire du processing, il y a plusieurs façons. Ce qu'on a l'habitude de faire dans les applications, c'est le requête-réponse. Je prends une donnée, je l'envoie sur un serveur, il y a du traitement, il y a une réponse. Ça, c'est ce qu'on fait dans les applications interactives. Le mode batch vous est décrit. Et là, l'idée, c'est vraiment de faire ça au fil de l'eau. Donc vraiment de faire du processing, du traitement, du stream directement. Ça va permettre en fait de faire différents types d'applications et on a besoin notamment de dire je veux réagir en temps réel sur un événement. À partir du moment où je reçois un message, immédiatement où je le reçois, si je vois que la sonde sur ma machine dépasse tant de tours par minute ou tant de vibrations, etc., je veux l'analyser, je veux traiter, je veux réagir. Pouvoir créer des applications qui réagissent tout le temps, mais il faut garder en tête que le mode batch, la capacité à traiter les données passées sont aussi très importantes dans ce genre d'application. L'exemple typique, ça va être la détection de fraude, si vous voulez, au niveau de la sécurité, quand vous essayez d'avoir des gens qui connaissent votre système, que ce soit la détection de fraude dans des transactions bancaires. Il faut réagir dans les quelques millisecondes, mais le traitement et le modèle que vous allez faire, il va être fait sur les données historiques, en batch, et peut être enrichi en mode temps réel. Et donc Flink, a été créé pour ça. Flink, c'est un projet Apache qui est maintenant soutenu par une société qui s'appelle Data Artisan. C'est un projet qui a été créé à Berlin, à l'université. Avant, il s'appelait Stratosphere, il y a je ne sais plus en quelle année, il a changé de nom, il s'appelle Flink. Et pour l'anecdote, les petits écureuils comme ça, c'est les écureuils que vous avez dans les parcs à Berlin. Et si vous regardez la queue de l'écureuil, c'est la couleur de la plume Apache. C'était la partie la plus importante de la présentation, c'est d'expliquer le logo. Qui est-ce qui fait du Spark ici? D'accord. Il y a quelques personnes qui font du Spark. Apache Spark, c'est un système pareil de processing, de traitement distribué. Et dans la partie architecture, pour les gens qui font du Spark, ils vont voir que c'est très, très similaire. Donc une partie importante, c'est qu'il faut déployer les applications. Quand on va déployer les applications, vous avez différents modes. Moi, je vais utiliser en local dans ma démonstration, c'est-à-dire que je vais avoir une seule VM qui va tourner ici, et je vais faire les traitements, parce que je n'ai pas beaucoup d'informations, je n'ai pas beaucoup de messages. Et après, on va pouvoir déployer ça sur des systèmes distribués. Et pour pouvoir avoir un système distribué, vous allez avoir plein de VM qui vont tourner en parallèle avec du Flink. Il faut pouvoir administrer, orchestrer, faire la gestion des processus, la gestion du workload et compagnie. Il y a différentes façons. Il y a une façon, ce qu'on appelle standalone. Standalone, c'est juste que c'est Flink lui-même qui vous allez démarrer des VM, vous allez démarrer des process Flink sur différentes machines, et vous allez enregistrer les nœuds entre eux, exactement comme Spark Standalone. Et vous pouvez utiliser des choses comme Yarn et Mesos, Kubernetes, qui sont dans le cas de Mesos et Kubernetes, vont gérer et orchestrer des containers Docker. Dans le cas de Yarn, va gérer des containers, au sens, c'est une JVM qui est gérée par Yarn. Alors pour ceux qui font du JavaScript, il y a une librairie qui s'appelle Yarn dans le monde JavaScript. J'ai aucune idée de ce qu'elle fait. Ça n'a rien à voir. Le Yarn qui est ici, ça vient du monde Hadoop. Et après, il y a également des facilités pour déployer automatiquement des clusters Flink sur du cloud. La partie qui est après importante, c'est le cœur du métier, le cœur de Flink qui va être... Et ça, ce qui est important, c'est d'avoir une gestion de flot de données qui est orientée, donc un flux de données de façon distribuée. Et Flink a été créé depuis le premier jour comme ça.
là où Spark avait été créé dans un premier temps pour faire du batch. C'est-à-dire que la grosse différence entre Flink et Spark, en dehors de l'adoption, parce qu'il y a beaucoup plus d'utilisateurs qui utilisent Flink juste par hasard. Voilà, il n'y a personne. Je vais lever la main quand même pour qu'il y ait une personne. On a vu qu'il y avait des personnes qui font du Spark. Donc, en dehors de l'adoption, la grosse différence qu'il va avoir, c'est que Flink, c'est d'abord construit pour faire du streaming. Et après, à rajouter, on peut faire du batch. Spark a d'abord été construit pour faire du batch, et le streaming est arrivé après. Et donc, cette partie du cœur de métier, du moteur, pardon, a été fait pour pouvoir gérer de façon distribuée un flux de données et faire du processing. Et il y a deux façons de travailler avec les librairies. Il y a la partie batch, qui va être un ensemble de librairies qui s'appelle la Dataset API, et va fournir un certain nombre de librairies. C'est ça qui va faire la richesse en fait, de chaque côté en batch et en streaming. C'est-à-dire que vous avez une petite partie qui va faire du machine learning assez basique, la partie graph et la partie table. Et la partie qu'on utilise beaucoup quand on va faire du batch, et c'est pareil sur Spark, c'est la partie table. En fait, c'est la capacité à prendre des données qui viennent de quelque part, dans ce cas-là un stream, ou dans ce cas-là du batch, un fichier par exemple CSV, un gros fichier CSV, ou un fichier parquet pour les gens qui font du big data, donc du stockage orienté colonne, et pouvoir traiter, mais au lieu de lire ligne à ligne, vous allez faire une requête SQL. Et après, vous faites le processing. Et de l'autre côté, il va y avoir la DataStream API, qui est la partie streaming, qui est la partie qui nous intéresse aujourd'hui. Vous allez avoir deux grosses librairies en plus de dataset tout simplement, qui va être le mode table également. Je vous ferai une démonstration du mode table. Où on va pouvoir faire des requêtes SQL sur un stream. C'est-à-dire que vous allez pouvoir interroger avec SQL des données qui arrivent constamment. Et également du complex event processing. Donc j'ai une toute petite démo pour commencer, pour vous montrer le concept qu'il y a derrière. J'espère que tout va passer. Hop. Donc ce que je fais, c'est que une façon de tester Flink, qui est assez basique, c'est de dire, je vais avoir un flux de données. Alors on peut générer plein de flux de données. Dans cette première démonstration, mon flux, ça va être juste, j'utilise une socket pour envoyer des chaînes de caractères. Donc je démarre ma socket sur le Mac, je vais capturer des données, et ici, je vais utiliser du code qui va créer l'environnement stream, l'environnement d'exécution. En fait, c'est une classe main, c'est une application Java très basique qui a une méthode main, et à l'intérieur, je démarre un environnement d'exécution Flink, et si je suis dans un cluster, il va reconnaître, il va se connecter aux autres nœuds. Donc ça, c'est juste pour capturer l'information. Donc, ce qui est intéressant ici, vous voyez, je récupère dans l'environnement une socket TextString, donc je vais recevoir des chaînes de caractères à partir de la socket qui est sur le port 88-88, et je vais faire quelque chose avec. Donc je vais exécuter ce petit programme. Donc il y a l'environnement d'exécution Flink qui a démarré, et maintenant elle est connectée à ma socket, et si je commence à rentrer du texte, si tout se passe bien, commence bien, voilà, c'est bon. Le système écoute et va compter le nombre de mots. Alors, quand on fait souvent le premier programme dans le monde de Big Data, c'est on compte les mots. Ce qui se passe en fait, c'est que je reçois par le stream du texte. Je vais avoir ma petite méthode qui va transformer chaque mot, chaque ligne, effacer les espaces et prendre un mot. Je groupe par chaque mot et je fais un compte. Ah oui, je sais pourquoi j'ai merdé, c'est à cause de ça. Pardon. Je vais virer ça, je recommence. Je vous expliquerai le time window après. Donc, si je reprends ça, et si j'en écris plein d'un coup, là, à chaque fois qu'il a un nouveau mot, il cumule. Et il va garder cet état pour toujours. Dans ce contexte-là, il va garder cet état pour toujours.
Donc à la fin, j'ai 34 from, si j'en rajoute un normalement, il va m'en donner un 35e. Et là, à chaque fois qu'il y a un nouvel événement, il fait le traitement. Donc il va faire l'équivalent d'un group by quand je vais faire regrouper par clé et fait la somme, ajoute 1 à chaque fois. Donc ça, c'est un exemple tout bête. Il y a d'autres façons d'agréger, c'est-à-dire que je peux prendre un programme qui va être beaucoup, beaucoup plus compliqué. C'est, au lieu d'envoyer simplement des chaînes de caractères, je peux lui dire, fais du clé-valeur, prends un mot, donne-lui une pondération, 1. Prends un deuxième mot, ou le même mot, on va prendre un deuxième mot, prends ça. Et cumule les valeurs par mot. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer le deuxième programme. Et on va zoomer ici, regardez en bas. Si je rajoute HTML 20, j'ai déjà 20 dans la boîte associée à HTML, il va passer à 40. Et il fait le cumul et il va diviser chaque mot et il va faire une accumulation. Et ça va être très courant. Si vous imaginez des capteurs IoT qui envoient de la valeur, ben vous pouvez commencer à faire des calculs. Là, je fais une somme, mais il y a énormément de calculs qui sont possibles. Vous pouvez faire des moyennes, vous pouvez faire des transformations, appliquer un modèle de machine learning s'il y a besoin. Et si je fais pareil sur 2 lignes, il va cumuler de la même façon. Donc, basique, j'ai des sockets, j'envoie des messages, je les traite en temps réel. Et ça, je peux travailler sur un système distribué. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que là, j'ai utilisé l'API DataStream qui est en bas. Là, c'est juste, au lieu d'utiliser du Java, là, c'est du Scala. Alors souvent, j'essaye de mettre du Scala dans mes slides parce que c'est plus court à écrire et plus concis que du Java, mais moi, je ne suis pas un développeur Scala, je fais du Java. Et c'est une des raisons pour lesquelles je préfère Flink à Spark, c'est que le langage primaire de Flink, c'est du Java, là où le langage primaire de Spark, c'est du Scala. Mais là, ça va être à peu près la même chose, sauf que dans un cas, vous êtes en streaming, et au-dessus, vous êtes en batch. C'est-à-dire qu'il va lire un fichier, il va le traiter, il va faire ce qu'il a à faire, et le process va s'arrêter. Le job va s'arrêter. Parce que si vous déployez sur un cluster, le process Flink continue de tourner. Quand on parle de stream processing, comme vous l'avez vu, si vous avez une source, vous faites quelque chose, vous avez une destination. La destination que j'ai utilisée actuellement, c'est juste envoyer ça dans la console. Si vous regardez l'écosystème Flink, il y a plein de sources et il y a plein de destinations. On peut lire sur du RabbitMQ, écrire sur de l'Elastic. On peut lire sur du Kafka, écrire sur autre chose. Et en fait, aujourd'hui, je dirais que la plupart des programmes que j'ai vus autour du Kafka, autour du Flink, c'est on lit dans Kafka, on écrit dans Kafka. Et en fait, on décorrèle complètement la source et la destination. On fait juste un traitement. Même s'il y a beaucoup de connecteurs, au bout du compte, c'est très courant de prendre juste du messaging en entrée, du messaging en sortie. Donc vous avez toutes les données qui arrivent, vous faites un traitement dans Flink, vous envoyez vers un autre message. Je vous ferai une démo là-dessus à la fin. Là, une partie qui est clé, c'est que vous avez vu que quand je fais l'accumulation par mot, la valeur, j'ai une valeur qui reste. Cette valeur, il faut qu'elle soit stockée quelque part. Parce que sinon, si le système s'arrête, comment je peux garder l'état? S'il y a plusieurs nœuds, comment ça s'arrête? Donc il y a une gestion d'état qui est importante pour pouvoir travailler avec, faire du processing. Et la particularité de Flink, ça a été conçu dès le début pour faire ça de façon distribuée et efficace. Et là, vous allez avoir, dans ce cas-là, on a deux nœuds, deux process Flink, et qui vont travailler, qui vont gérer un état en parallèle, se synchroniser. C'est cette partie-là qui est vraiment intéressante. C'est-à-dire que déjà, faire du streaming, ce que je vous ai montré tout seul, l'écrire soi-même, c'est assez compliqué. Mais vous pouvez après faire ça avec du AK ou des choses comme ça sur des nœuds simples. Quand vous commencez à vouloir distribuer et scaler autant que vous voulez, gérer l'état, etc., ça devient compliqué d'écrire ce genre de framework. Donc autant utiliser quelque chose qui le fait pour vous. Et c'est là où Flink a été vraiment très bien conçu. Et notamment sur la partie gestion d'état, vous avez la possibilité, par défaut, il va stocker en mémoire et sur disque. Après, vous pouvez choisir de stocker sur une base de données, qui peut être une base de données SQL, un système de fichiers distribué, ou une base relationnelle, juste pour garder cet état, en fait, pour être certain qu'en fonction, s'il y a un des process qui tombe, ça continue de tourner convenablement. La question qu'on se pose souvent quand on a un projet open source, c'est qui est-ce qui l'utilise,
est-ce que c'est utilisé en production? Parce que moi, ce que je vous donne, ça ne va pas vous rassurer pour la prod, quoi. Ou alors, vous êtes un peu couillu si vous partez uniquement sur ce que je vous ai montré. Donc, oui, c'est utilisé. Alors, j'ai pris quelques utilisateurs de Flink en Europe. Vous voyez, quand on parle de Atos, en fait, je devrais renommer, parce que ce n'est pas Atos, la société de service, c'est Atos Worldline ou la plateforme de paiement qui utilise ça. Site de commerce électronique, Portugal Télécom, Line, ça doit être je me souviens plus, j'avais regardé quand j'avais fait la slide, mais ça doit être un système un peu comme WhatsApp. Auto, Zalando, Alibaba, c'est du retail. C'est Autogroupe, c'est un gros groupe de vente en magasin et par correspondance. Et c'est allemand. Amadeus, c'est la société qui fait du voyage, originellement des tickets. Zalando, vous connaissez. Et Ericsson, c'est les softs et les hardware pour les opérateurs télécoms. En France, on a la chance d'avoir un très gros utilisateur de Flink. Et la slide que je vous montre, elle commence à dater, puisqu'elle date de 2016. Lors de la conférence Flink Forward, qui est la conférence des utilisateurs de Flink, où Bouygues Télécom, et c'est développé à Paris et à Nantes, utilise Flink pour capturer tous les événements sur les réseaux, que ce soit en fixe et en mobile, pour donner l'état du réseau, le nombre d'appels, etc. Et ça génère 10 milliards d'événements par jour, 2 Tera de données par jour. Et ils utilisent Flink pour capturer tout ça, faire un peu d'analyse, stocker. Et ensuite, quand on dit 30 applications qui ont été créées au-dessus, toutes les applications ne sont pas créées directement sur Flink dans ce cas-là. Ils utilisent par contre les données qui ont été déplacées, transformées, sauvées par Flink. Donc là, les slides sont dispo en ligne sur le site Flink Forward. Une partie qui est clé autour du traitement d'événements, c'est à quel moment je fais le traitement de cet événement. Vous avez des événements qui arrivent tout le temps. Quand est-ce que je le fais? À quel moment? Qu'est-ce qui va déclencher? Est-ce que je le fais tout le temps? Est-ce que je veux créer une forme de fenêtre pour faire le traitement? Ce qu'on a fait là sur le premier exemple, c'est ce qu'on a la somme, la rolling sum, c'est-à-dire que les événements sont arrivés. Au début, c'était 2, 2 plus 3, ça fait 5. 2 plus 3 plus 1, ça fait 6. Donc vous voyez la somme à chaque fois qu'il y a un événement qui est créé. Donc là, ça pourrait par exemple être pour compter le nombre de mots globalement qui sont créés. Là, j'avais déjà un group by. Une autre partie qui est très intéressante, c'est le tumbling window, c'est-à-dire que je vais prendre un sous-ensemble. Et là, je vais lui dire, tu regroupes et tu fais la somme tous les 4 événements. Peu importe si ça met 1 heure entre 2 événements. Et tous les 4 événements, tu prends les 4 derniers événements, tu fais la somme. Les 4 derniers événements, tu fais la somme. Les 4 derniers événements, tu fais la somme. Donc juste en utilisant un paramètre dans le stream. On peut faire du sliding window, et ça va être important quand on veut calculer des moyennes ou qu'on veut assembler, regarder ce qui s'est passé précédemment. Donc là, je vais faire sur du 4 et du 2, c'est-à-dire que j'ai tous les 4, mais je vais garder les 2 derniers. Donc ce qui va me permettre en fait de cumuler au fur et à mesure les données tout en gardant les valeurs qui ont déjà été précalculées juste avant. Donc on a plein d'options sur la façon dont on va traiter les événements. Là, je les traite uniquement basés sur combien d'événements il y a eu lieu. Et à chaque événement qui arrive ou de message qui arrive. Oui, donc là, en plus, je vais faire le count. Sliding window, je cumule. Donc là, j'ai fait les deux. Ah non, pardon, j'ai dit une bêtise. Oubliez ce que je viens de dire, je rembobine, je recommence. Vous avez les clés valeurs. C'est l'équivalent de ce que je vous ai fait avec les mots plus la valeur. Vous avez l'ID du capteur, 2, 3, 3, 1. La première valeur, c'est par exemple l'ID d'un capteur. Ça va être la clé, et plus la valeur. Et là, je veux cumuler tous les 2 événements basés sur une clé. Et si vous regardez le rose c'est la clé numéro 3, le premier paramètre 3. Donc 3, 9, 3, 4, ça va faire 13. Vous voyez, je ne sais pas si c'est... Pareil, je recommence, et ce qui est intéressant, c'est que j'avais dit je compte sur 2 événements. Donc là, j'ai remis le compteur à 0. Et donc quand il y a un nouveau 3 qui est la partie jaune qui est dans l'axe de la rose, 3, 7, 3, 2, vous avez la valeur 9. Et ça, vous avez juste un paramètre à passer, de dire
je veux une sliding window de temps, je veux pouvoir grouper par clé, etc. Et c'est une façon très très classique de travailler sur les événements. Vous voulez avoir sur votre chaîne de production, vous avez une lecture de code barre. Dans le code barre, il y a le type de machine que vous êtes en train de... Le type de verre de lunettes. Je pense aux verres de lunettes parce qu'à l'époque où je vivais à Rouen, j'avais travaillé chez Bushman qui fabriquait des verres de lunettes à côté. Vous capturez, vous attendez les deux verres en fait, en supposant qu'ils ne soient pas dans la même caisse. Vous allez pouvoir traiter, quand j'ai regroupé le verre numéro 1 qui a la clé A, le verre numéro 2 qui a la clé A, hop, je les groupe, je fais un traitement. D'accord? C'est juste avec quelques paramètres. C'est ce que je voulais faire ici. C'est-à-dire qu'en reprenant la même démo, là, chaque fois qu'il y avait un événement, je faisais le calcul. Donc je groupe par clé, je fais une somme. Et je peux lui dire, count window, tous les 3 événements, tu vas imprimer le résultat. Donc je tue mon gros process qui génère des milliards d'événements. Je relance le programme. Il est connecté. Et donc là, Java 1, il ne se passe rien. Et il ne va rien se passer. Lui, il a gardé l'état jusqu'à ce que j'ai 3 événements Java. Là, il va me donner 3. Si je recommence comme ça, donc Java 3, il ne se passe rien. Si je fais Java, je vais faire 7 pour que ça... Je vais faire 2, Java 5, HTML 2. Il va m'imprimer Java parce qu'il a trouvé que Java avait 3 valeurs. Il garde l'état pour HTML. Donc là, il va cumuler, faire les accumulations tout seul, faire les agrégations tout seul. Et ça, cet état-là va être stocké. Alors dans ce cas-là, il est stocké en mémoire. Si vous êtes sur un système distribué, il faut bien comprendre que vous avez des événements qui arrivent tout le temps. C'est là où il a besoin de gérer un état très rapide pour garder cet état. Parce que si je reste comme ça et qu'à la fin de la présentation, je recommence, il faut que l'accumulation continue. Dans mon cas, je sauve ça nulle part. Donc si je tue le process Java, je perds mes données. Enfin, je perds le traitement. La gestion du temps, je passe vite sur les slides parce que je voudrais vous faire toutes les démos. La gestion du temps, ce qui est important à comprendre quand on va parler d'événements qu'on va envoyer sur un système, vous avez plusieurs événements possibles, plusieurs temps possibles. Il y a un bon exemple pour ça, c'est de prendre Star Wars. Quand on parle de Star Wars, vous avez 2 gestions de temps. Il y a le moment où le film a été créé, ou le moment où le film a été mis sur le marché, et le temps dans l'histoire. L'épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 est complètement indépendant du temps au moment où le film a été créé. C'est-à-dire que Star Wars a été créé, le premier en 1977, c'est l'épisode 4. Donc quand on va parler du temps, si on veut compter le nombre de morts ou le nombre de gentils, le nombre de méchants qui sont morts à un moment dans l'histoire, on peut soit calculer par rapport au film, c'était en 1983 combien de morts il y a eu sur les 3 derniers épisodes, ou alors je voudrais savoir combien de morts il y a eu entre les 3 premiers épisodes, 1, 2, 3. Donc on va parler de 2 choses, qui va être l'event time. L'event, ça va être le moment dans l'épisode où ça va être l'événement proprement dit. Si on parle de la mort d'un méchant, dans l'histoire au sens Star Wars, c'est dans le premier épisode qu'il y a eu le premier mort, etc., etc. Par rapport au temps qui va être le processing time. Le processing time, dans ce cas-là, c'est le moment où le film a été créé. Une autre façon de le voir, c'est si vous faites un projet IoT, si vous faites capturer des choses sur des voitures, sur une chaîne de fabrication et autres, entre le moment où l'événement a lieu, c'est-à-dire que je fais un appel téléphonique qui va être fait sur une antenne 3G et qui va être basé sur un routeur, etc. Les événements vont être générés à un temps donné. Il est 10h44, c'est généré à 10h44. Je ne peux pas garantir, en fonction du réseau, etc., que les 2 événements qui vont être connectés à l'antenne, connectés au routeur, vont arriver dans le bon ordre. Ça, je ne peux pas le garantir. Techniquement, je ne peux pas garantir que le réseau va faire ça ou ça. Par contre, si j'ai tagué dans le message le moment où j'ai émis ce message, je suis connecté à l'antenne, je suis connecté au routeur, et que dans mon message j'ai cette information, Flink va être capable de dire
je veux utiliser soit le moment où le message a été reçu, et là qui n'est pas très intéressant d'un point de vue process dans ce cas-là, ou plus important, le message, le temps au moment, le temps de la création, la date au moment où le message a été créé par votre application. Et là, il va garder l'état en disant si j'arrive à telle date, etc. Donc il y a 3 temps qui sont intéressants dans Flink. L'event time, c'est quand c'est généré, c'est votre application. L'ingestion time, c'est au moment où c'est reçu dans Flink, c'est Flink qui gère. Et le processing time, c'est pareil, c'est au moment où c'est traité par le job Flink. Généralement, dans vos applications, on va utiliser l'event time. Et ça, c'est une grosse différence par rapport au Spark Streaming. Une partie qui est clé autour de la gestion des événements, c'est qu'est-ce que je fais. Là, je vous ai donné des choses assez basiques. D'accord, je reçois, j'accumule et compagnie. Ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir travailler pour avoir de la logique applicative qui va enrichir votre application. On parle de CEP, Complex Event Processing. Les concepts sont assez simples. Si j'ai tel événement et tel événement, ou alors cet événement-là, je fais ça. Donc c'est si le nombre de messages Java est supérieur au nombre de messages HTML, je veux recruter cette personne-là. Ça va être du Complex Event Processing. Et l'idée dans Flink, c'est de fournir un framework qui va faciliter ce travail-là. Et un exemple, et en fait ça s'appuie sur ce que fait Zalando avec Flink, c'est un site de e-commerce. Quand vous passez une commande, il y a 3. C'est une vue simplifiée du truc. C'est que vous avez une commande qui est envoyée par un client, qui est reçue dans l'entrepôt. On prépare la commande. Une fois que la commande est prête, on va l'envoyer dans le camion et on délivre au client. Donc il y a 3 événements. Commande reçue, commande envoyée, paquet reçu par le client. C'est les 3 événements applicatifs. Donc en gros, dans le monde Flink, vous allez créer 3 messages, 3 types de messages. Commande, envoyé, donc livraison, et signature du client, avec ce qui est très très important, c'est l'order ID, c'est le numéro de commande, et on prend également le timestamp. On peut taguer avec un mot. Donc les deux champs qui sont importants pour nous dans l'application, le numéro de commande et le timestamp au moment où l'événement a lieu. Quand je reçois la commande, quand je tag le carton qui va dans le camion, et quand la personne signe. Donc, l'idée de ça, c'est de pouvoir fournir en temps réel des informations, de calculer ça, de fournir dans mon application de façon très simple. Par exemple, des alertes. Si je mets trop de temps à préparer une commande, si le client n'a toujours pas reçu sa commande. Donc, on va générer des nouveaux événements. Parce que l'idée, c'est je reçois des événements qui rentrent, qui sont des événements métiers. Je traite, j'émets d'autres événements qui sont le statut de ma commande ou une alerte. Donc je vais avoir 2 états, 2 types de messages, un message pour succès, un message pour alerte, pour chacune des épreuves, c'est-à-dire chacune des étapes. Process, j'ai préparé ma commande assez rapidement, oui, non. J'ai délivré ma commande assez rapidement, oui, non. Livré ma commande. Et en plus, pour pouvoir faire autre chose derrière, je prends la durée de ma commande quand elle a été proprement préparée et proprement livrée. L'idée étant si vous voyez les différentes étapes, l'enveloppe c'est commande reçue. Je vais commencer avec le vert, là, le vert ou jaune qui est au premier. J'ai préparé la commande, j'ai livré la commande. Si on prend le bleu, j'ai préparé ma commande, elle a été envoyée, et j'ai jamais reçu dans un temps donné la livraison au client. L'idée, c'est de pouvoir traiter ça facilement avec une certaine logique. Donc, par exemple, je veux en moins de 24 heures ou en 1 heure traiter la commande ou livrer la commande en moins de 24 heures. Donc, ce que je fais, c'est que je vais traiter. Donc là, ça va être, ma règle, c'est je dois pouvoir préparer ma commande en moins de 1 heure. Donc je reçois un événement qui va être commande reçue, de type commande, et après commande envoyée, qui doit être dans moins d'1 heure. Donc c'est 2 événements dans cet ordre-là, within time hour. C'est ma règle en fait.
C'est l'événement que je dois gérer. Et après, je vais utiliser les API du Complex Event Processing pour dire je vais grouper par commande, parce que ça c'est important que ce soit fait par commande. Et j'écris la logique pour si j'ai réussi en moins d'une heure, c'est bon. Je vais sauver, si j'ai réussi en moins d'une heure, je vais stocker juste la durée, le timestamp, et j'envoie un message reçu, réussi. Si j'échoue, j'envoie un warning. Donc ça va s'exécuter, ça va rester en mémoire dans le modèle Flink, et prendre un message, reçu le premier message, garder l'état, et au bout d'une heure, il va tester si j'ai réussi ou pas. Et ce qui va permettre d'envoyer les alertes, mais également utiliser ça pour faire ce qu'on appelle du streaming analytics, c'est-à-dire calculer le temps moyen d'une commande en réalisation. C'est-à-dire que je suis capable de dire combien de temps va durer une commande entre deux étapes, combien de succès, de commandes avec un succès j'ai eu dans les dernières heures, etc. Je vais assez vite là parce que je voulais vous montrer une démo où je montre ça justement. Je vais partir en démo parce qu'il me reste que 10 minutes, où je vais faire une démo un peu différente avec mes petites voitures. Ça, c'est je vous expliquerai, ça s'appelle Anki, c'est des petites voitures Bluetooth. Normalement, on joue avec un téléphone. Et elles communiquent en Bluetooth, et j'ai écrit un petit programme en utilisant un SDK qui tous les événements envoyés par les voitures sont streamés sur Kafka, sur MapperStream, et je fais du travail avec. Donc là, je vais les poser sur le circuit. Je vais démarrer. J'ai un petit serveur Node. Je vous explique juste vite fait comment ça marche avant. Les voitures, j'ai un petit serveur Node qui capture, parce que faire du Bluetooth 4 en Java, c'est impossible. Je n'ai pas réussi à trouver, donc je me suis posé sur Node. J'envoie sur Stream, j'ai un petit dashboard et je vais faire du Flink. Donc, mon petit programme Node qui envoie tous les messages sur Kafka en utilisant l'API HTTP. Si tout se passe bien, je vais réussir à me connecter à mes machines. Donc j'utilise une API REST pour dire connecte-toi, connecte le Mac aux voitures. Elles doivent passer bleues, maintenant elles sont bleues. Et je vais dire démarre. En fait, il y a plein. Derrière, j'envoie des requêtes HTTP pour dire va à telle vitesse. Donc elles sont parties. Elles sont suffisamment intelligentes pour tourner toutes seules. Si tout se passe bien, je dois recevoir des messages. Hop, il est où mon... Je vais redémarrer, je n'ai pas de réussir à me connecter. Des fois, avec le Bluetooth, je n'arrive pas à me connecter convenablement. Je me connecte. C'est bleu. Hop, j'espère que ça va marcher. Donc là, vous voyez les messages qui sont envoyés. Bon, j'ai été fait en JSON pour que ce soit simple à lire. Tous ces messages sont censés être envoyés sur... Et je dis bien censé, donc ça ne marche pas, c'est bien. Je vais juste redémarrer mon serveur web, parce que si ça ne marche pas, je ne vais pas pouvoir me monter en fait. Donc ça ne marche pas, c'est pas bien. Bon, bah, je vais être obligé de vous montrer que le code. Toute la matinée, j'ai réussi à les faire marcher. Là. Donc ce qui est important dans la... Donc vous imaginez les messages envois. Et j'ai deux programmes Java. Un qui va prendre... Je peux le faire en trichant, c'est-à-dire que je vais lui demander d'aller lire la queue qui existe dans Kafka. Je vais tricher comme ça. Ça va être très rapide par contre. Où je lui dis, je vais zoomer pour vous, prends le message, je vais éteindre ça vu que ça ne marche pas, ça sert à rien de... Prends le message qui vient des topics Skull et Groundshot, c'est le nom des topics que j'ai donné par voiture. Et ensuite, en utilisant Flink, vous voyez, en add source, prends une source de données,
qui va lire les messages directement depuis Kafka. Je n'ai rien de particulier à faire. Et là, je vais lui dire, tu groupes par voiture, c'est la première ligne, tu récupères les événements, donc j'ai un parseur qui va transformer en clé-valeur la voiture, la vitesse, tu groupes par la voiture, toutes les 5 secondes, tu vas faire ce calcul, et cette calcul, ça va être une moyenne. Et après, tu imprimes. Donc là, je vais exécuter ce programme en trichant, parce qu'en fait, à la fin, on devrait avoir, si vous voyez en bas, là, les 2 lignes qui sont là, ça va calculer la moyenne. Est-ce que ça a lu? Je ne sais pas si vous connaissez Kafka, mais dans Kafka, on peut lui dire à quel moment on veut relire les messages. Et là, je lui ai simplement dit, tu prends tous les messages que tu as déjà dans la queue, en lui disant earliest. Donc il lit depuis le début, il a recalculé la moyenne à la volée. D'accord? Une autre façon qui est super intéressante de traiter la donnée, c'est de faire du SQL, du SQL de l'analytique, en calculant directement, en utilisant du SQL pour faire ça. Donc j'ai un autre petit programme où j'utilise la même approche. Je l'ai juste fait sur une des voitures. Donc je définis un type qui est du clé-valeur qui va être, dans ce cas-là, c'est les colonnes de ma table que je vais interroger, la voiture et la vitesse. Je lui dis, tu lis en utilisant une fonctionnalité de Kafka qui est à partir de JSON, créer une table. À partir de JSON et Kafka, tu crées une table, donc tu lis. Virtuellement, il va avoir une table en mémoire qui va être basée sur ce topic-là. Et j'ai rajouté un temps qui est le processing time, parce que je n'ai pas utilisé le timestamp dans ce cas-là. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'ici, je lui dis, sur l'événement qui arrive, toutes les 5 secondes, vous voyez le tumble, ça c'est propre, c'est pas du SQL traditionnel, c'est du SQL enrichi pour Flink. Tu vas prendre le proc time, le processing time toutes les 5 secondes. Et donc tu as le proc time, la voiture, le numéro de la voiture, tu groupes par tout ça, et tu vas prendre la voiture et tu vas calculer la vitesse moyenne. Et derrière, comment on consomme ça? Parce qu'en fait, c'est une requête, c'est un curseur qui n'est jamais fermé. Et ce qui se passe, c'est que la façon dont ça fonctionne dans Flink, vous avez to happen, c'est-à-dire que toutes les 5 secondes, il va recevoir, il va traiter, et il va créer un résultat set, basé sur cette requête-là, que vous allez pouvoir créer. Et le résultat set, c'est un stream. Lui-même, c'est un stream. Ce qui me permet, si vous voyez cette ligne-là, chaque fois que je vais avoir des résultats, je vais l'envoyer sur un autre message Kafka. Donc je reçois des messages, je calcule la moyenne, le résultat, je l'envoie. Donc en fait, je pousse tout le temps le calcul vers une autre application qui pourrait être mon dashboard qui me donne la vitesse moyenne des 5 dernières secondes. Il y a une autre façon de travailler avec ça, c'est que si on peut mettre à jour une table si on veut faire de la BI, une vraie table relationnelle si on veut faire de la BI. Donc ce que je vais faire, c'est comme ça à merdouiller. Je vais refaire la démo dehors si vous voulez, je vais la refaire marcher, je me poserai avec une petite voiture si vous voulez voir plus de la voir tourner. Est-ce que vous avez des questions? On a peu de temps pour des questions. Oui. Tu as la même chose. Tu as la même chose. Alors, il faut démarrer le serveur Flink, mais tu as une console, tu peux déployer des jobs qui est pareil. Elle est même plus jolie que Spark History. D'autres questions? Alors, par contre, la question qui est intéressante, c'est par rapport à Spark. Si vous êtes content avec Spark, ce n'est pas la peine de faire du Flink. Par contre, si vous n'êtes pas content, alors Spark s'améliore sur la partie streaming à chaque release pour rattraper le retard par rapport à ça. Mais si vous avez besoin de fonctionnalités avancées sur la gestion du stream, notamment la gestion du temps et des choses comme ça, Flink est vraiment pas mal. Désolé pour la démo. Oui. Il doit en avoir, mais je ne connais pas. C'est-à-dire que moi, la boîte pour laquelle je bosse, Mapper, on est une plateforme Big Data.
Donc en gros, si vous générez un événement toutes les 3 secondes, ça nous intéresse quantissimo. C'est pas le type de projet qu'on a. Là, je travaille avec une boîte en Israël qui s'appelle Outbrain, qui est l'équivalent d'un Criteo un petit peu. C'est 5 à 10 Tera par jour. Et ils se passent d'un mode batch en mode stream. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser MapperStream, la technologie, le Kafka de Mapper. On ne sait pas encore comment ils vont faire le processing. Ça sera probablement du Spark. Je devrais dire, oh oui, ça va être du Flink. Donc je ne sais pas, mais il y en a. Donc, désolé, on doit arrêter là pour les questions.